On est à la station Montgomery, j'emprunte un escalator et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parce que derrière moi, elle est en train d'apparaître, il y a l'œuvre Magic City de Jean-Michel Folon, probablement l'une des œuvres les plus connues du métro bruxellois, 150 mètres carrés peints au milieu des années 70, directement sur le béton de la station de métro. Probablement l'une des œuvres les plus connues du réseau bruxellois, mais il y en a beaucoup d'autres, des œuvres définitives comme celle-ci, des œuvres temporaires. Et la question aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'art dans le métro et de manière plus générale à l'art qui est amené à être vu par les différents usagers de la mobilité bruxelloise. On se retrouve dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Un nouveau thème de mobilité, on va parler de l'art parce que l'art est omniprésent dans la vie des Bruxellois quand on se déplace ici en surface mais aussi en station. En station de métro, il y a de nombreuses œuvres d'art, vous n'avez pas pu passer à côté. On en parle avec Tiffany Ernelstein. Bonsoir, vous êtes chargée de projet pour tout ce qui concerne les thématiques d'art au niveau de la STIB et de Bruxelles Mobilité. Bienvenue à vous. L'art dans le métro, c'est une particularité bruxelloise, on peut dire ça? Oui, on peut le dire tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de métros dans le monde qui possèdent une collection comme nous la possédons aujourd'hui. Donc on a plus de 90 œuvres d'art pérennes sur le réseau, sur l'ensemble des stations, 69 stations en souterrain. Donc oui, c'est spécifique à Bruxelles. Ça date de quand les premières œuvres? Alors les premières œuvres, des années 60, enfin 69 exactement, on a commencé à penser à l'intégration des œuvres dans les stations de métro. Donc dès le départ, qu'elles ont été conçues, on a intégré des œuvres d'art. Alors on va dire qu'il y en a eu environ une vingtaine par décennie. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à 90, 100 œuvres qui sont encore en cours d'installation aujourd'hui. Et l'idée des premières, c'était la beauté bien sûr, mais c'était aussi d'attirer les gens dans le métro. Tout à fait. Alors donc il y avait deux objectifs. C'était d'abord de présenter des artistes belges, mais c'est surtout donner une identité à chaque station par l'art, mais aussi par l'architecture. Comme on peut le voir, nos stations ont toute une particularité. Je veux dire, au-delà des œuvres d'art qu'elles possèdent, c'est aussi au niveau architectural, des matériaux très nobles. Le marbre, on voit les émaux de Briard aussi, de toutes ces couleurs, orangé, blanc, rouge, et j'en passe. Et alors, quelles étaient les premières parmi celles qu'on a essayé d'utiliser comme appât? On pense à celle de Roger Sommeville, peut-être à Ankar, ou à celle de Montgomery, Magic City. Ce sont celles-là? Donc ça fait partie des plus anciennes, effectivement, mais donc les plus anciennes, donc on a commencé avec donc, le réseau du pré-métro sur le tronçon Schumann jusqu'au centre-ville. Donc voilà, les premières, on va dire Jean Guibert à Mérode aussi, ça c'est voilà, les plus... Oui, c'est même à Mérode la première de Jean Guibert, d'ailleurs qui nous a quittés très récemment. Mais voilà, il y en a eu plein d'autres. Comme je dis, il y a une grosse partie de la collection qui s'est faite même avant les années 2000. Ouais. Tiffany, comment est-ce qu'on choisit les artistes? Alors pour ce faire, on a toujours eu des comités artistiques qui nous ont guidés, on va dire, qui nous ont conseillés pour l'acquisition de ces œuvres. Donc on ne fait pas appel à des artistes. Ah oui, des experts en art, des experts surtout bruxellois en art contemporain, mais aussi disciplines comme l'urbanisme, comme la sociologie. Donc vraiment, on a toujours plusieurs regards. Et donc ça, c'est intéressant. On a beaucoup d'architectes aussi. Et donc on croise un peu les disciplines, les regards par rapport à cette question de comment intégrer une œuvre d'art dans un espace public. Et il y a des critères objectifs, par exemple, justement, pour faire partie des artistes sélectionnés pour faire des œuvres dans le métro? Et donc un de nos premiers critères, c'est d'abord que l'artiste ait déjà une certaine renommée, donc et un certain bagage en fait. Moi par exemple, malheureusement, je ne peux pas aller faire une œuvre. Pas encore, mais attention, on a quand même voulu aussi donner la chance aux plus jeunes artistes de proposer des projets pour l'espace du métro. Et donc aujourd'hui, on mène aussi en parallèle une politique d'intégration d'œuvres temporaires, on appelle ça. Et donc c'est des œuvres qu'on va regarder à 1 an jusqu'à 5 ans pour certaines dans nos stations, et donc on donne l'opportunité à des plus jeunes artistes de faire des propositions et on les accompagne dans ces propositions, on donne des budgets, etc. Ce sont des artistes qui viennent de partout dans le monde ou c'est pas le cas? Non, souvent c'est des artistes, on essaye des artistes belges ou résidents en Belgique, je tiens à préciser, parce qu'on a quand même beaucoup de Français, beaucoup d'artistes de tous les horizons en fait, qui viennent à Bruxelles, qui viennent en Belgique, et donc bien sûr on n'est pas exclusif, donc on essaye d'ouvrir, on ouvre. Maintenant l'idée, en tout cas l'idée de base, c'était d'offrir un panel de l'art belge, donc forcément oui.
quand on peint dans le métro, on peint pas, c'est pas n'importe où, c'est pas une toile, c'est un dispositif, c'est une station. Comment est-ce qu'on s'assure du fait que la station soit suffisamment solide en quelque sorte? Vous voyez par exemple la station Magic City, l'œuvre à Montgomery, elle a un petit peu de difficulté à survivre avec le temps. Comment est-ce qu'on s'assure que les matériaux soient les bons? Voilà, alors on a une expérience. Donc il faut savoir que toutes nos œuvres sont faites dans des matériaux bien spécifiques, donc souvent du carrelage. On a beaucoup d'œuvres en carrelage, comme je parlais tout à l'heure de Jean Glibert, effectivement, c'est tout un travail sur la couleur, hein, la symétrie aussi de son œuvre, etc. Donc il y a vraiment toute une recherche, mais il a travaillé avec du carrelage. Il y en a certains qui ont travaillé avec de la peinture qui a été placée sur le support, etc. Donc tout est pensé en fonction du lieu, de ce lieu spécifique. Dans le cas de Magic City, on a malheureusement des problèmes d'infiltration et là encore, on met en place des choses bien spécifiques. Donc on a tout un marché et de nettoyage, donc c'est de la prévention par rapport à toutes nos œuvres d'art. Et puis la deuxième chose qu'on a, c'est des marchés au cas par cas de restauration, comme c'est le cas pour Magic City de Folon, où on fait vraiment de la conservation, de la restauration de l'œuvre. Dès qu'on a des problèmes d'infiltration d'eau, malheureusement, voilà, notre métro... Toute une politique de maintenance à maintenir avec les ayants droit, je suppose, à chaque fois, pour que l'œuvre garde son intégrité. Tout à fait, toujours en discussion avec les ayants droit, peu importe le cas, et oui, peu importe le cas, toujours en concertation avec les ayants droit. L'artiste ou les ayants droit, voilà. En 2024, on ne dit pas les choses de la même manière qu'on le disait dans les années 70. Et le comité artistique fait attention à ça, à ne pas blesser certaines personnes. Alors le comité fait très attention et d'ailleurs les problématiques, en tout cas les combats ou en tout cas les réflexions d'aujourd'hui sont au centre du travail du comité, notamment par exemple pour les questions de la proportion des femmes dans la représentation des femmes dans notre métro. On sait que c'est que 5% et donc on fait vraiment un travail, on porte notre attention sur ça, même si on ne peut pas discriminer, donc ça c'est vraiment important pour nous et donc on ajuste en fait les choses par rapport à la situation et on va essayer de la faire évoluer dans le bon sens et pour ça on est en train de mettre en place des outils d'abord on discute pour voir comment faire en sorte que cette parité, on arrive à une parité, sans discriminer, attention. Tiffany, si je dois vous demander à vous quelle est l'œuvre que vous préférez dans le métro bruxellois, vous avez une idée, vous savez? Mais voilà, c'est toujours difficile de faire un choix. Pour moi qui travaille, je pense que ce choix serait un peu subjectif. Voilà, parce que j'en aime beaucoup dans le métro. Maintenant, si je devais vraiment en choisir une, je pense que je choisirais l'œuvre qui va être placée au Segem, une œuvre de Sarah Van Act, que vous pourrez découvrir, je pense, cet été. On va seulement commencer à l'installer en juin. Voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Ok, nos téléspectateurs iront voir ça. Merci à vous Tiffany. Et puis on va s'intéresser, on va sortir de station, on va aller à l'air libre, voir un petit peu ce que les graffeurs et les street artistes font en termes d'art pour rendre plus belle ou plus de couleurs à la ville de demain. Et quand on parle d'art dans l'espace public, évidemment, il y a le street art. Julien Pillois, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du collectif Propaganza. Expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste. Alors, c'est une association qui regroupe des artistes et on est spécialisé dans le développement du graffiti et du street art en Belgique. Vous êtes combien? On est 45 maintenant. 45, ça existe depuis combien de temps? Ça fonctionne comment? Ça existe depuis 12 ans. On fonctionne comme un incubateur d'artistes. Donc, on essaie de valoriser le travail des jeunes artistes en profitant de l'expérience des plus anciens. Et quoi, vous avez des contacts alors avec la STIB, la SNCB pour faire des œuvres avec eux? Exactement, nous on sert un peu de relais en fait entre les différents clients et les artistes. Alors on a des clients qui sont dans le pouvoir public, donc la STIB, la SNCB, différentes villes. On a aussi pas mal d'entreprises qui nous commandent des fresques et alors les particuliers aussi. Donc on cherche vraiment de relais, on essaie à chaque fois de trouver l'artiste qui correspond le mieux à la demande. En termes de mobilité, vous collaborez assez peu pour l'instant avec la STIB, mais plus avec la SNCB, pourquoi? C'est parce qu'on a des affinités avec la SNCB depuis quelques années, parce qu'on a commencé à travailler avec eux et donc ça a été plus facile de continuer dans ce sens-là. On a déjà décoré plus ou moins une vingtaine de gares dans toute la Belgique. Et donc voilà, je pense que c'est une relation de confiance qui s'est faite avec le temps. Après on répond s'il y a des appels d'offres, c'est des projets qui sont publics. C'est quoi l'idée derrière la SNCB d'essayer de donner un petit peu de couleur aux gares? Pourquoi est-ce qu'elle souhaite faire ça? Mais moi je pense en tout cas que c'est un système qui arrange un peu tout le monde dans la mesure où des gares qui sont vandalisées en général, les gens se sentent un peu en insécurité dans ces gares-là. Quand elles sont décorées avec de la couleur, ça les rend beaucoup plus joyeuses et plus sympas à fréquenter.
Ça permet en même temps à des artistes de pouvoir travailler. Et donc ça arrange un peu tout le monde. La SNCB aussi, à ce moment-là, doit moins entretenir ses murs, une fois qu'ils sont décorés. Ça paye bien de bosser avec la SNCB comme ça quand on est un artiste? Alors tout est relatif. De manière générale, dans les pouvoirs publics, c'est toujours un peu délicat. Les salaires ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'ils devraient être. C'est pour ça que nous, on se bat aussi pour essayer de monter et de valoriser le travail des artistes. C'est un peu notre rôle. Voilà, on essaie de... Petit à petit, on y arrivera, quoi. C'est quoi le street art? Parce que quand on pense street art, on pense à des graffitis. Là, par exemple, il y en a juste à côté de nous. Oui, tout à fait, ouais. C'est quoi le street art? C'est beaucoup plus multiple que juste des graffitis. De nouveau, le graffiti et le street art, ça reste des définitions. Pour en parler pendant toute la soirée, on n'a pas vraiment le temps. Pour moi, le graffiti, c'est un état d'esprit et une manière de vivre. C'est une passion. Le street art est plus axé quand même sur un aspect qui est plus commercial et plus axé grand public. À Bruxelles, quand les usagers de la mobilité ils se promènent, c'est où les endroits où ils peuvent voir du street art? C'est quoi un bon endroit pour un artiste? Alors il y a le parcours street art qui a été monté par la ville de Bruxelles il y a déjà quelques années, en 2018, et qui regroupe quand même déjà pas mal de fresques. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a pas mal de gares que nous on a décorées qui valent aussi le détour. Et puis je pense qu'il faut juste se balader dans la rue, aussi ouvrir les yeux. Il y a plein de choses à découvrir un peu partout. Il faut juste être attentif. Il y a des endroits pour peindre quand on est un artiste comme ça en ville, ou alors justement on est assez rapidement dans l'illégalité? On manque beaucoup de lieux d'expression libre ici à Bruxelles, alors il y en a quand même pas mal qui sont ressortis depuis quelques années. Il y en a 3 qui sont répertoriés à Bruxelles. Il y a un RP sous l'autoroute à Anderlecht qui est là depuis vraiment des dizaines et des dizaines d'années, qui est un super spot. C'est un chouette parc. Moi j'invite tout le monde à aller se balader là-bas parce que c'est vraiment sympa. Il y a des fresques qui changent régulièrement, des artistes qui sont en train de peindre en live. C'est assez cool. Il y a un mur de la VUB en face de la caserne de la gendarmerie qui est praticable aussi, qui est légal. Et il y a un mur aussi du côté de Tour et Taxi. Après, nous on a lancé un centre d'art urbain il y a 2 ans qui s'appelle l'Urban Art Center, où on a des murs d'expression libre ouverts à tous et accessibles aussi de jour, enfin j'allais dire de jour comme de nuit, mais plutôt qu'il vente ou qu'il pleuve. On a un toit et donc c'est à l'abri des intempéries. Et donc voilà, c'est un 4e spot d'expression libre qu'on a sur Bruxelles. Après, il y a des murs d'expression libre un peu partout en Belgique. Et puis je suppose que ça dépend aussi de l'état d'esprit un petit peu de certains graffeurs, certains qui ont envie d'être vus dans des endroits assez impressionnants. On pense à des fresques Avenue Louise, il y en a dans le centre. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent faire ça en petit comité, dans un endroit un petit peu plus cosy, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait, mais je pense que là, de nouveau, chaque artiste a sa manière de voir les choses. Chaque artiste a une philosophie ou un état d'esprit qui est différent. Et donc voilà, il y en a qui préfèrent effectivement montrer leur travail à la vue et au su de tous, et puis il y en a d'autres qui préfèrent être plus discrets et qui travaillent dans leur coin. Il y en a beaucoup des artistes à Bruxelles comme ça, 45 au niveau de Propaganza, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, énormément quand même. On en a. Après, moi je donne un chiffre comme ça, mais c'est plutôt une estimation. On pense qu'il y a 200 artistes plus ou moins à Bruxelles connus et reconnus. Après, si on compte les graffeurs en plus, on peut en rajouter quelques centaines. Ouais. C'est possible d'en vivre. On connaît certains qui ont des noms un petit peu plus connus que d'autres. On pense à Bonhomme notamment, qui a peint pas mal de trucs à Bruxelles. Il y en a d'autres qui sont connus? Alors il y a d'autres artistes qui sont connus, hein. On peut citer Denis Meyer, on peut citer Steve Locatelli, Jaune, Spire aussi qui commence à bien monter. Il y a pas mal d'artistes qui sont connus, d'autres qui demandent à être connus et reconnus. Mais voilà, on a quand même une bonne scène en tout cas en Belgique et à Bruxelles particulièrement. Quand on est connu, je suppose que c'est assez facile d'en vivre parce qu'on se retrouve dans des galeries même à l'étranger. Ça arrive pour des Bruxellois? Alors oui, d'office, hein, ça arrive pour certains Bruxellois. Donc je peux parler de Spire parce qu'on le connaît personnellement et qu'on a pu suivre son évolution dans le milieu de l'art. Lui maintenant est représenté en galerie et peut en vivre. Après c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup d'artistes pour qui c'est une passion, qui ont un boulot principal et puis qui font du graffiti ou qui font des œuvres d'art sur le côté. D'autres qui ont un boulot d'appoint et qui essayent de se lancer dans une carrière artistique et quand même très peu, il faut bien l'admettre, qui sont vraiment professionnels et qui ont à vivre décemment en tout cas. Vous parliez du parcours Street Art, lancé il y a 5-6 ans. Est-ce qu'il y a plus de tolérance envers le street art ou alors c'est plus compliqué justement en 2024 quand on est dans l'illégalité, c'est moins compris? Non, je pense que le parcours street art, en fait, il a ouvert des portes dans la mesure où Bruxelles a été la première ville, en tout cas en Belgique, à investir massivement dans le street art. On parle quand même d'une enveloppe de 100 000 € annuels pendant 4 ans à l'époque. Ce qui a permis de faire vivre pas mal d'associations locales, beaucoup de collectifs, beaucoup d'artistes qui ont pu en bénéficier. Et je pense que ça a ouvert les yeux et ça a ouvert l'esprit de pas mal d'autres villes qui ont du coup lancé cette initiative-là aussi de commander des fresques murales.
Merci Julien, merci Julien Pillois d'être venu nous expliquer ça et on suivra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années pour voir des fresques apparaître à Bruxelles et on suivra ça évidemment sur BX1 et on suivra bien d'autres thèmes de mobilité dans le tram. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée à vous.